Donc l'objectif de cette conférence, cette dernière conférence de la matinée, c'est de travailler un petit peu sur les modèles de financement de l'innovation et de la transformation. Alors nous avons introduit une petite comparaison, voire une petite confrontation entre ce que nous avons appelé le in et le out. Alors ce que l'on veut dire par le in, c'est le financement par les groupes d'assurance, les groupes de protection sociale, les mutuelles, donc par le secteur assurance, et la partie out financée par l'extérieur. L'extérieur étant à la fois des secteurs ou des entreprises qui souhaitent investir le secteur de l'assurance, voire des fonds, et on en reparlera un petit peu. Alors cette notion de in et de out, la frontière peut parfois ne pas être très importante, et il y a sûrement des modèles mixtes. Dans tous les cas, la question sous-jacente, ça va être est-ce qu'il y a un modèle gagnant ou des modèles gagnants pour le financement de cette innovation? Donc, pour m'accompagner, trois invités, trois experts de l'innovation et du financement. Donc, dans un premier temps, Peggy Séjourné. Donc, vous êtes depuis juin 2019, donc très, très récemment, directrice du fonds d'investissement Malakoff Médéric Humanis. Donc auparavant, vous avez été directrice stratégie de service à CNP Assurance et vous avez fait toute votre carrière dans l'assurance santé, soit en tant que consultante, soit au sein de mutuelles. Donc, merci beaucoup d'être présent. Stefania Maestroni, après avoir fondé en 2016 le fonds corporate Massif Innovation, et participé au lancement de l'accélérateur French InsurTech en 2018. Vous avez créé en 2019, donc là aussi récemment, Bridges Advisory and Services pour accompagner le développement et le financement des projets innovants et des startups. Vous pourrez nous en dire un petit mot tout à l'heure. Et enfin, Florian Graillot, vous avez cofondé il y a déjà 2-3 ans maintenant, il me semble, Astoria.vc, qui est le premier investisseur 100% InsurTech, qui a un focus uniquement sur l'assurance et qui généralement intervient plutôt en seed, donc dans les phases d'amorçage en bon français. Donc vous nous parlerez aussi effectivement d'Astoria. Donc dans un premier temps, donc, on aura peut-être l'occasion, si vous voulez, à la fin, si on a encore un peu de temps, de prendre quelques questions dans la salle. Mais pour recommencer, moi j'aimerais bien, Peggy, que vous nous donniez un petit panorama des modèles de financement in, qu'on appelle in, donc des modèles de financement au sein de l'assurance. On parlera de l'extérieur après. Alors c'est un panorama qui pourrait être complété par nos deux intervenants. Alors, moi, j'ai connu deux modèles de financement qui peuvent se rejoindre, mais qui sont réalisés avec des méthodos très différentes. Une première expérience chez CNP Assurance. J'en profite pour saluer Magali Noé, où on faisait du partenariat avec les startups dans le cadre de l'offre de services qu'on souhaitait proposer à nos clients. Et dans le cadre de ces partenariats, alors ce n'était pas du financement direct, ce n'était pas de l'investissement. Néanmoins, on proposait aux startups avec qui on souhaitait travailler le canal de distribution que permet CNP Assurance, éventuellement du financement, en tout cas de l'accompagnement pour l'intégration informatique pour que ça ne coûte pas grand-chose à la start-up, et puis parfois des deals un peu plus particuliers qui peuvent être à l'avantage des start-up quand bien sûr CNP Assurance y avait également un intérêt. Aujourd'hui, en tant que directrice du fonds MM-Innov, donc le fonds d'investissement corporate de Malakoff Médéric Humanis, c'est un fonds de 155 millions. Aujourd'hui, c'est du financement plus classique, enfin, avec l'exception qu'on a du terme financement, c'est de l'investissement direct dans des startups qui sont soit dans le champ directement de l'assurance, soit dans des champs un tout petit peu plus éloignés ou moins directs, qui peuvent être par exemple la cybersécurité, qui peuvent être la santé bien entendu, les services RH B2B. Et là, enfin on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais on a des modalités de financement qui sont différentes selon le fonds que l'on souhaite activer, le véhicule d'investissement qu'on souhaite activer, et puis bien sûr les partenariats qu'on envisage avec ces startups. Stéphania, vous avez, dans votre parcours, vous avez effectivement aussi dirigé des fonds ou utilisé des fonds. Comment vous voyez, vous, un petit peu, peut-être l'historique et comment ça a bien fonctionné ou mal fonctionné le financement de l'innovation? Alors, moi, j'ai commencé même avant... début des années 2000, j'avais participé à la création
d'une association de business angels, de femmes business angels, qui est toujours là. Donc ça, c'est assez satisfaisant. Et donc, effectivement, on avait approché ce financement des startups en mode de business angel avec cette spécificité qu'on voulait reconnaître aux femmes à l'occasion, d'avoir un regard peut-être moins technique, mais plus d'accompagnement, d'aide, d'ouverture, un business angel un peu plus en accompagnement. Et donc c'était une première expérience, une première modalité de financement. Après, il y a eu effectivement entre 2015 et 2018 le lancement de la démarche innovation au sein de la Massif, donc pour resensibiliser l'ensemble des métiers et des fonctions support à cette nécessité d'avoir cette attention pour cette innovation et transformation, et le lancement en parallèle du fonds d'investissement qui avait la vocation d'accélérer cette ouverture et, comme Peggy le disait, accompagner aussi l'ouverture des métiers au travail en collaboration avec les startups, parce qu'on rendait indispensable, ce qui n'est pas le cas de tout le fonds, mais la stratégie peut évoluer. Nous étions vraiment partis sur un fonds qui réalisait des investissements stratégiques. Donc, on choisissait la start-up avec le métier, et seulement si le métier s'engageait à réaliser un projet métier avec cette start-up. Qui a des avantages, des inconvénients. Donc, toutes les formes sont possibles. Donc, je pense qu'on va finir par dire que tout est possible. Il n'y a pas une seule solution possible. Mais c'est vrai que l'idée, c'est à chaque fois de trouver l'outil qui peut se prêter mieux pour réaliser les objectifs qu'on se fixe et les objectifs des différentes parties prenantes. Parce que si on oublie certains, à la fin, ça va se sentir. Donc voilà, quelques exemples de différents modes de financement. Après, vous avez cité aussi l'accélérateur New York Tech. Donc ça, c'est une autre forme d'accompagnement. Et ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que le périmètre de chacun est un peu évolutif, parce qu'il y a des accélérateurs qui se posent la question, mais est-ce que je peux aussi financer? Il y a des VC qui se demandent, mais est-ce que je peux aussi accompagner? Les business angels qui font déjà qui sont déjà inscrits là-dedans depuis plusieurs décennies. Donc voilà, on remarque que chaque outil a son avantage et peut-être ses inconvénients, et que les choses ne sont pas figées durablement toujours. Florian, peut-être un petit mot sur ce financement, parce que vous avez eu précédemment, avant de créer Astoria, vous avez eu une expérience aussi chez des assureurs. Donc comment vous avez vécu ça et comment vous avez vu l'évolution de ces financements? Ouais, c'est très intéressant. Effectivement, moi, ça fait une dizaine d'années en fait que je fais de l'investissement, et il se trouve que j'ai eu la chance de passer quelques années chez AXA Strategic Venture, donc le corporate VC d'AXA. Et justement, je rejoins à la fois Stéphania et Peggy sur ce qu'elles viennent de dire, c'est-à-dire que on a créé justement Astoria comme complémentaire de toutes les offres qui existaient déjà sur le marché, à commencer par celle où je bossais avant, AXA Strategic Venture. L'idée étant de dire les grands groupes ont énormément de forces sur lesquelles s'appuyer, leur marque, les clients, la connaissance métier, et en l'occurrence souvent des fonds très significatifs. Et en même temps, il y a des parties du marché qui sont plus difficiles à adresser. Et en fait, ce qu'on a vu un petit peu dans les vagues, je dirais en termes de pur financement, donc moi c'est la seule partie sur laquelle je peux commenter parce que c'est la seule que je suis depuis quelques années, on a vu pas mal d'assureurs rentrer par l'investissement justement dans des boîtes peu matures, parce que c'était aussi là que le marché se situait. Et en fait, on se rend compte que les grands groupes, souvent, au-delà du retour financier, ils vont chercher à la fois de la connaissance en termes d'innovation, de lancer des nouveaux services, des nouveaux produits, aller taper des nouvelles cibles. Et ça, en fait, ça oblige, quand il y a la relation entre le grand groupe et la start-up, à se positionner sur des start-up qui sont plus matures. Et donc, de fait, on a vu une sorte de tendance assez générale chez tous les assureurs
peur de commencer à investir des petits tickets dans des petites boîtes à investir des plus gros tickets dans des boîtes plus matures, ce qui a permis de dégager toute la partie, je dirais, early days des startups. Et c'est là où nous, on intervient avec Astoria. On investit, on a vocation à être le premier investisseur institutionnel au sein des boîtes parce qu'on considère qu'à ce niveau-là, c'est pas un sujet d'argent, c'est un sujet justement d'accompagnement. Et à nouveau, nous, notre job, c'est d'être 24 heures sur 24 au service des boîtes de notre portefeuille pour le compte, je dirais, des investisseurs qui ont mis de l'argent chez nous. Et en l'occurrence, aujourd'hui, hier matin, on a validé le 5e assureur qui a investi chez nous. Donc en gros, ça valide ce modèle de multi-corporate qui investit et qui va cibler une partie du marché via Astoria en l'occurrence, qu'ils ne peuvent pas adresser en direct. Et donc c'est vraiment la complémentarité, et ça je pense que ça sera le message qui va revenir au moins dans ma bouche, c'est vraiment ça, c'est de dire il y a plein d'outils, clairement on ne sait pas lequel fonctionne, en tout cas il n'y a pas un pattern qui fonctionne, il y a plein de bons exemples dans chaque catégorie, et donc l'enjeu c'est comment on vient imbriquer ces différentes briques et comment on fait travailler de manière efficace donc le grand groupe, les fonds qui sont en interne ou en externe, et les startups évidemment. D'accord, écoutez, je reviens parce que vous l'avez évoqué tous les trois, je reviens sur ça. Peggy, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous voyez, vous, le fait de raccrocher ces investissements? Donc, tout à l'heure, vous nous avez parlé d'apport, non pas en financier, mais en valeur, en partenariat. Donc là, on voit bien la relation plus étroite avec les métiers. Mais quand on est à la tête d'un fonds de 150 millions d'euros, donc on a beaucoup de moyens, on peut investir dans plein de sociétés. Comment on raccroche ça et comment on réinfuse ça dans les directions métiers pour le business? Alors, avant de pouvoir répondre très précisément à votre question, je suis obligée d'expliquer cette enveloppe de 155 millions, comment elle est répartie. Il y a 20 millions qu'on appelle le fonds coup de cœur. Pardon pour la banalité du terme, mais c'est comme ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est MM Innov qui investit directement dans les startups. Ça, c'est 20 millions d'euros. C'est nous qui sommes, c'est mon équipe et moi qui sommes au board des startups. On investit exactement comme vient de le dire Florian dans de la fin de seed, série A, sur des tickets qui vont jusqu'à 1 million en gros. Pour le moment, on est un jeune fonds, on a 18 mois d'existence, donc voilà, peut-être que ça va évoluer. En tout cas, c'est ce qu'on constate jusqu'à présent. Donc MM Innov en direct, 20 millions. Ensuite, on a un partenariat avec un VC, Idinvest, où là, on a 80 millions d'euros. La différence, c'est quoi avec la première poche? C'est que on investit en accord Idinvest et nous. Le deal flow vient plutôt d'Idinvest. C'est Idinvest qui est au board, d'une manière générale. Il peut y avoir des exceptions. Et on investit là des tickets un peu plus importants, qui sont en gros entre 1 et 4 millions. Et puis la dernière partie, ça doit faire 50 millions, 55 millions. C'est de la souscription auprès de fonds qui sont ouverts, LBO France, Idinvest à nouveau, et puis d'autres. Et là, c'est de l'investissement purement financier. Donc, il n'y a pas de sujet de partenariat, sauf exception avec ces fonds-là. En revanche, avec les deux autres, le fonds qu'on a avec Idinvest et puis en direct, notre thèse d'investissement, c'est pas compliqué, c'est faire des partenariats. Il y a Virgile Delporte dans la salle qui est le CEO de Testamento. Testamento, c'est un investissement que MM Innov a fait au travers d'Idinvest. Testamento est l'exemple, un des meilleurs exemples des partenariats que nous faisons avec une start-up dans laquelle on a investi, puisque très bientôt, corrige-moi Virgile, mais très bientôt, il y aura donc la digitalisation de la clause bénéficiaire chez un de nos gros clients pour ensuite aller proposer ça chez d'autres grands comptes. Donc la thèse d'investissement, c'est les partenariats. Sous-entendu, on n'investit pas si on ne voit pas de partenariat à l'horizon. C'est ultra exigeant. Ultra exigeant, pourquoi? Parce que il faut réunir beaucoup de directions métiers. Par exemple, chez nous, il faut réunir, alors j'allais dire dans le pire des cas, c'est négatif, mais sur des sujets qui peuvent intéresser plein de monde. Il faut réunir les partenariats santé, le marketing des services, l'innovation et puis la direction du développement. Donc nous, MM Innov, on doit investir sur l'intersection des sujets de ces directions. Ça veut dire recueillir les besoins. Et une fois qu'on a recueilli les besoins, ce qui n'est pas forcément une mince affaire, il faut se mettre d'accord, il faut envisager le partenariat lorsqu'on a ciblé une start-up dont la proposition de valeur a séduit tout le monde. Et ensuite, il faut mettre en place le partenariat.
Et pour répondre à une des questions que je sais que vous allez nous poser, mais je réponds maintenant, c'est quoi le plus dur? Est-ce que c'est d'investir ou est-ce que c'est de faire les partenariats? Bon, moi j'ai 6 mois de recul, c'est vraiment pas important comme recul. Néanmoins, à ce jour, je trouve que le plus complexe, c'est vraiment de faire les partenariats, parce que ça nécessite une cohésion, une cohérence, une vision. Quand c'est à 1 an, ça va. Quand c'est à 3 ans, c'est déjà un peu plus compliqué. Des roadmaps, enfin une intersection de roadmaps qui puisse exister. Voilà, donc ça nécessite beaucoup de conviction interne, et puis ensuite faire les partenariats. Et encore une fois, je prends l'exemple de Testamento. Voilà, il faut trouver comment est-ce qu'on articule le métier de la start-up avec nos métiers et l'intégration dans les chaînes de gestion, ce qui n'est pas toujours une partie de plaisir. Voilà. D'accord. Et bon, vous n'avez pas assez de recul, mais ça fonctionne. C'est difficile. Oui, oui. Oui, non, mais surtout pas laisser le sentiment que non, mais c'est à l'épreuve. Non, bien sûr, ça fonctionne. Enfin, aujourd'hui, on a des partenariats avec plus de 5 startups dans lesquelles on a investi. Et celles avec lesquelles, pour le moment, on n'a pas de partenariat, c'est parce que c'était prévu comme ça. Parce que prenons Sophia Genetics, qui fait du séquençage de génome. Aujourd'hui, c'est un peu court pour mettre le séquençage de génome dans les garanties de santé ou de prévoyance. En revanche, sans parler forcément de ce service-là, mais d'autres services que sont en train de développer Sophia Genetics, on pourra les mettre dans notre offre de services à 3-4 ans. Voilà. Donc il y a des partenariats qui sont de court terme, qu'on envisage très rapidement et très facilement, et qui fonctionnent, et puis d'autres à propos desquels on sait que le temps est un peu plus long. D'accord. Stéphania, sur ce même sujet? Oui, je voulais compléter parce que effectivement, bon, le fonds Massif Innovation, nous l'avons, et la démarche, on l'a lancé plutôt en 2016, donc on a un petit peu de recul, même si je ne suis pas, j'ai la chance d'avoir des retours. Effectivement, il y a des projets qui peuvent être plus immédiats et des projets qui sont plus longs à se mettre en place. Et c'est peut-être ceux qui sont plus impactants qui prennent un peu plus de temps. Donc, c'est un peu le fee à payer pour avoir quelque chose d'un peu plus transformant. Mais effectivement, nous avions lancé une vingtaine de projets. Nous avions réussi. Il y avait, je tiens à saluer aussi l'implication des équipes, parce qu'au début, c'était un peu sur la base presque du volontariat. Il n'y avait pas des structures qui étaient bien établies. C'était vraiment un engouement qui s'était créé dans les équipes métiers, qui n'était pas rattaché forcément à mes équipes, mais c'était les gens qui trouvaient cette démarche très intéressante. Et effectivement, on a pu concrétiser des co-développements, des lancements de produits avec ces startups dans lesquelles on avait soit investi, soit on n'avait pas investi, peu importe. Et je suis ravie que tu fasses l'exemple de Virgile, de Testamento, parce qu'effectivement, Testamento est passé par un peu toutes les différentes phases. On l'avait rencontré il y a très très longtemps avec les équipes métiers, donc dans une approche Open Innovation. Il y avait intérêt, on n'était pas forcément prêt. On a retrouvé Testamento dans French InsurTech, donc là avec plusieurs assureurs, donc c'était plus que Massif, c'était Massif, Maïf, Covea, Groupama et IMA, donc c'était bien plus large. Et du coup, ça a permis l'entrée dans l'accélérateur, ça a permis à Testamento d'avoir des interlocuteurs plus nombreux, et donc de travailler à plusieurs projets métiers. Et là, c'est à ce moment-là qu'on a concrétisé le projet métier et se poser la question. C'est pour ça que je vous disais, les profils de chaque outil sont parfois susceptibles d'évoluer. Testamento est venu nous voir pour la levée de fonds. Et donc, on s'était posé, est-ce que l'accélérateur peut aussi avoir une poche d'investissement ou pas ? On avait à l'époque décidé de ne pas l'avoir, et du coup, Testamento allait dans chaque fonds CVC, il est venu nous voir avec la casquette investisseur et pas la casquette accélérateur. Et c'est vrai que ça a pris un peu plus de temps et que du coup, c'est d'autres investisseurs. Mais peu importe, mais c'est pour montrer qu'effectivement, il y a plein de points de contact. Ça peut se concrétiser, pas forcément au premier, mais voilà. Mais la multiplication de ces points de contact est plutôt positive, parce que bien évidemment, la contrainte que je tiens à mettre en évidence, c'est la contrainte temps pour le fondateur. Donc,
je pense que c'est bien de multiplier, c'est bien d'avoir différentes opportunités de rencontres avec les corporates. Maintenant, ce que je pense, c'est que l'évolution de ces différents outils doit être vraiment dans la direction d'optimiser le temps aussi du fondateur. Parce que les grands groupes ont l'avantage ou l'inconvénient d'avoir beaucoup de temps. Et le pauvre fondateur qui fait le tour, soit pour aujourd'hui casquette développement commercial, demain casquette financement, il peut s'épuiser et mourir dans les halls d'attente des sièges. Donc je pense qu'en perspective, l'évolution de ces différents modes d'accompagnement et ou financement doit vraiment se focaliser sur comment j'optimise aussi le temps du fondateur, sinon il sera épuisé. Bien. Florian, peut-être un petit mot avant de passer à la partie out, on va dire. Oui, justement, c'est intéressant sur la notion du temps. Je pense que c'est ça l'enjeu le plus important. En fait, ce qu'on voit quand on regarde les startups, c'est celles qui réussissent, c'est celles qui vont plus vite. Celles qui vont plus vite et celles qui vont plus vite que les autres. Donc l'enjeu pour un entrepreneur, c'est juste ça. Et en fait, c'est souvent la même chose dans les équipes innovation ou investissement. Et je dirais que l'avantage, entre guillemets, d'avoir la capacité d'investissement, c'est juste avoir un moyen d'attirer aussi des entrepreneurs qui ne seraient peut-être pas venus au départ juste sur la promesse de business, puisque en fait, si on regarde le marché, et on a la chance d'interagir avec à peu près tous les assureurs en Europe, on voit à peu près que déjà, il n'y a pas de règles, malheureusement. Donc, et comme dans l'investissement, tous les projets ne sont pas des réussites. Et à nouveau, c'est pas grave. Et c'est pour ça que le temps, pour nous, il est hyper important. Et je pense qu'il doit l'être aussi pour les grands groupes. C'est tester, c'est ce qu'on dit tout le temps, mais c'est tester très vite. En fait, si ça ne doit pas marcher, ok, très bien, c'est pas grave. Franchement, il y a plein de projets qui ne marcheront pas et c'est pas grave du tout. En revanche, il faut le savoir vite pour justement passer et prendre du temps sur autre chose. Et c'est quelque chose que nous, on essaye de partager avec les grands groupes de manière générale, c'est de dire, pour faciliter l'innovation, effectivement, le financement est un élément. Ça permet d'avoir plus de deal flow parce que c'est juste comme ça. Mais quand on a de l'argent, les startups, elles viennent nous voir, notamment au début de leur histoire, parce qu'elles en ont besoin. Donc, assez logiquement, elles vont voir les investisseurs qui sont en capacité de mettre de l'argent chez elles, au-delà à nouveau du partenariat business. Donc ça, c'est une manière d'attirer. Et l'autre élément, c'est aussi décomplexer, je pense, les équipes vis-à-vis de l'échec, entre guillemets, parce qu'à nouveau, ça arrive et les startups passent leur vie à faire des échecs. C'est une succession d'échecs successifs qui fait que ça devient super bien. Et je me souviens, je me souviens plus du nom, mais c'était une des personnes en charge de l'innovation chez Amazon. Il disait c'est cool parce que moi, on parle tout le temps des projets qui réussissent. Ce que vous savez pas, c'est que je passe mes journées à me prendre des murs et à faire des conneries. Personne ne le sait et tout le monde s'enthousiasme sur le projet qui de temps en temps sort et marche. La réalité, c'est que dans les coulisses, c'est un carnage. Ils testent plein de choses, ils arrêtent plein de choses et c'est pas grave, c'est très bien. C'est justement parce qu'ils sont décomplexés vis-à-vis de la non-réussite que de temps en temps, il y a des choses qui ressortent, etc. Et donc nous, c'est vrai que souvent on pousse en disant donnez 10% du temps à vos salariés pour tester des choses, faire des conneries. Ça n'a pas d'impact ni sur le bonus de fin d'année, ni sur le parcours au sein de l'entreprise, etc., qui est souvent le driver numéro 1, en tout cas dans les grands groupes. Et donc voilà, c'est 10% du temps, non pas où on fait ce qu'on veut, c'est pas ça le sujet, mais où on a le droit de faire des conneries, parce que c'est seulement en faisant des conneries, des erreurs et en testant des choses qu'on a une chance de réussir. Et ça, à mon avis, c'est dans l'innovation, c'est ce qui doit transpirer de la start-up vers justement le grand groupe. Et le fait d'avoir de l'argent à l'intérieur aide encore plus à ça, puisqu'on est aux côtés, on prend le risque maximal à côté de l'entrepreneur. Et ça, assez bizarrement, ça aide pas mal à aller plus vite. Voilà, donc je pense qu'il y a un alignement d'intérêt entre le temps, le fait de financer pour attirer plus de monde et le fait de se mettre soi-même en risque pour justement essayer de bénéficier au maximum de ce que la start-up peut ramener. Et si on passe sur le financement, on va dire extérieur, out, donc on a vu par exemple qu'avec le fonds votre fonds de Peggy, il y a du financement qu'on peut appeler vraiment interne à l'assurance, et un fonds qui est mutualisé avec d'autres. Enfin, je ne sais pas si la poche qui est dédiée à Idinvest doit être tout le temps à destination de l'assurance, ou si Idinvest peut être un petit peu leader pour proposer d'autres choses que de l'assurance, en se disant que ça va peut-être servir à un moment donné à l'assurance.
Oui, oui. Alors, oui et non. Ils ont évidemment une très grande liberté pour nous proposer du deal flow dans différents domaines. Néanmoins, l'accord de partenariat qu'on a avec eux, c'est qu'évidemment, les startups qu'ils nous présentent doivent être dans nos domaines. Alors, parfois, ils peuvent être à la frontière de certains domaines, mais en gros, nos domaines, c'est AssureTech, FinTech, RH, service B2B aux entreprises, impact social, santé, bien sûr, et puis dorénavant, cybersécurité. Donc, Idinvest ne nous propose jamais, par exemple, des choses dans la food ou dans la mobilité. Non, non, ça reste vraiment dans notre domaine, dans nos domaines, parfois au sens un peu large. Mais c'est non, le deal, c'est vraiment, il faut que ça puisse donner lieu à des partenariats avec nos métiers à 6 mois, à 1 an ou à 3 ans. En revanche, la dernière poche que j'évoquais tout à l'heure, la souscription auprès de fonds ouverts, là oui, là il y a des startups dans tous les domaines, mais parce que l'objectif là, c'est de faire du TRI financier, donc il n'y a pas de sujet de partenariat. Et vous alors, donc Florian, sur cette partie-là, quelle est votre expérience? C'est peut-être une expérience européenne du financement extérieur qui ne vient pas du monde de l'assurance et qui infuserait dans l'assurance. Ouais, en fait, on voit, c'est assez facile, deux types d'acteurs en fait, qui se positionnent sur l'insurtech depuis 4-5 ans. Il y a eu une première vague, c'était plutôt les fonds FinTech, parce qu'ils considéraient l'insurtech comme un des verticales sur lesquels ils devaient investir, avec le paiement, tout ce qui était KYC, ce qui est RegTech, etc. Donc eux le voient comme une sous-division. Et en fait, le pattern qu'on voyait à nouveau, c'est que c'était plutôt des très gros fonds. C'est quand même quasiment 40 milliards de dollars qui a été investi en FinTech l'année dernière, versus 4 milliards dans l'insurtech, juste pour donner des chiffres. Donc c'est un ratio de 1 à 10. Quand on regarde la courbe, il y a entre 3 et 5 ans d'écart entre la vague FinTech, drivée par à nouveau le paiement qui lève des centaines de millions d'euros, maintenant les néobanques qui sont en train de prendre la relève, et l'insurtech qui est encore un petit marché. L'autre chiffre que j'ai en tête, que je trouve assez intéressant, c'est en Europe, il y a un peu plus d'1 milliard d'euros qui a été investi depuis le début de l'insurtech, donc ça se situe fin 2014, début 2015. 1 milliard, c'est juste le budget IT d'AXA France par an. Donc voilà, donc ça peut paraître important, c'est à relativiser. Oui. Voilà, et celui-là je le connais. J'ai en tête BNP qui communiquait en début d'année dernière sur le fait qu'ils dépensaient 6 milliards en IT chaque année. Donc voilà, donc c'est pour vous donner des ordres de grandeur. L'insurtech, évidemment, ça grossit et on y participe avec plaisir. En revanche, ça reste encore une petite partie. Donc c'était effectivement des fonds fintech plutôt très gros qui savaient faire des gros deals et qui regardaient l'insurtech un petit peu de loin comme un sous-vertical. Et puis évidemment les grands groupes qui ont sauté sur cette occasion justement pour faciliter les partenariats. Et ce que je trouve hyper intéressant dans ces démarches-là, pour le coup, c'est de dire, évidemment, il faut qu'il y ait un lien avec les business lines. Parce que cet argent-là, et souvent pour les startups, notamment au début de leur histoire, ce n'est pas un sujet d'argent. C'est un sujet d'accompagnement, de connaissances métiers, etc. Et ce qu'on voit dans l'insurtech souvent, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui ne viennent pas de l'assurance. Et ça, c'est parfait, parce que justement, la compétence métier, elle est chez le grand groupe. Et donc c'est là où il y a de la valeur, parce que pour 1 euro investi, grâce aux équipes métiers, grâce à la connaissance du grand groupe et grâce à évidemment la puissance du grand groupe, cet euro investi, c'est comme s'il y avait eu 10 ou 20 euros qui avaient été investis. Et c'est pour le coup le modèle qu'on a répliqué chez Astoria, c'était exactement ça. C'était de lever de l'argent auprès d'assureurs pour investir dans l'insurtech à des endroits où ils ne pouvaient pas aller, parce qu'effectivement, à la différence de Malakoff, la plupart n'investissent pas en direct comme ça des tout petits tickets en dessous d'1 million. La plupart font plutôt des choses au-dessus de 3 à 5 millions d'euros parce que, ils ont des gros fonds, et 2, c'est juste plus facile et ça prend à peu près le même temps de déployer ces montants-là. Et donc voilà, nous on a répliqué la même chose, c'est de dire on a des investisseurs autour de nous qui connaissent le monde de l'assurance, qui sont assez répartis entre des mutuelles, des brokers, des acteurs plutôt techno. Et nous, notre job, c'est d'aller trouver des startups intéressantes qu'on va structurer, parce que c'est notre métier d'investisseur, et on va aller chercher l'accompagnement, la structuration et la connaissance métier dans notre réseau d'investisseurs. Et à nouveau, voilà, on disait tout à l'heure, c'est important d'avoir toutes les démarches. Il y a plusieurs démarches, juste même l'intrapreneuriat dont on n'a pas parlé, mais qui est aussi une manière de créer des choses from scratch. À nouveau, c'est ce qu'il y avait chez AXA, ça s'appelle Camet. Ils lancent des boîtes à partir de rien, avec un peu d'argent d'AXA quand même. Mais effectivement, l'idée, c'est de recréer des business. Et à nouveau, l'idée, c'est la solution, la bonne solution, elle n'est pas forcément en interne.
elle n'est pas forcément en France, et je dirais, elle n'est même peut-être pas en Europe. Donc il faut aussi être capable de couvrir l'intégralité de ces marchés-là, parce qu'à nouveau, le sujet, c'est comment on répond à un besoin. Ce qu'on voit souvent aussi chez les grands groupes, c'est plutôt l'innovation, je dirais, incrémentale, comment on améliore l'existant. Il y a un point, tout à l'heure, quand tu disais il faut regrouper toutes les équipes métiers, je pensais aussi à l'IT qui souvent est là, et voilà, et, je ne sais pas si c'était un oubli volontaire ou pas, mais bon, c'est aussi une équipe importante à prendre en compte, et qui aussi, voilà, il peut y avoir des sujets sur ces points informatiques, et donc c'est souvent aussi l'amélioration de l'existant, et il y a plein de technologies sur le marché qui permettent de faire ça. Et puis, il y a aussi des sujets un petit peu plus comment on va adresser des nouveaux marchés. Il y en a 3 qui me viennent en tête parce qu'on les répète régulièrement. C'est le risque climatique, le risque cyber, dont tu parlais, qui est un risque qui est en train d'exploser, et le risque lié aux nouveaux métiers, donc les freelances, etc., qui obligent à repenser à la fois l'assurance de personnes, l'assurance santé, etc., comment on la distribue, comment on la package, etc. Et donc là, ça peut être important aussi d'aller chercher des nouvelles solutions sur le marché qui sont capables de percuter et de challenger les équipes. Et d'ailleurs, nous, un pattern qu'on voit, qui n'a rien de révolutionnaire, mais à nouveau, on le constate de l'extérieur, c'est que pour maximiser, je dirais, les chances de réussite, souvent, il faut aller tester sur des marchés qui ne sont pas déjà adressés en interne. Donc ça peut être soit des nouveaux produits, soit des nouveaux segments de marché qui ne sont pas adressés. Typiquement, un grand groupe qui a l'habitude d'aller faire que des CAC 40, aller tester des nouveaux produits sur des TPE. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de frein en interne, et donc les gens autour de la table, par définition, ne sont aucunement impactés dans leur boulot tous les jours et en risque de voir leur job disparaître parce que la start-up le ferait mieux qu'elle. Là, c'est vraiment, ça facilite, je dirais, l'adhésion de tout le monde quand on va chercher, voilà, soit des nouvelles niches, soit des nouveaux marchés. D'accord. Stéphania, sur les investissements extérieurs, on va dire, comment vous voyez les choses par rapport à ce qui a été dit? Est-ce qu'on a des secteurs qui pourraient être intéressés par l'assurance et proposer des innovations, mais qui ne sont pas à l'origine initiées par le secteur assurance? Alors, je poserai la question un peu différemment. C'est très bien. Est-ce que, je donnerai ma réponse un peu différemment. Est-ce que l'assureur peut être intéressé à investir dans d'autres choses que de l'insurtech? Et pour moi, oui. D'ailleurs, c'est déjà commencé. Ça a été évoqué ce matin. On est dans le passage, on est dans le monde de l'usage. On a le service. Ce matin, ça a été dit. L'assurance pourrait devenir un attribut d'un service et on n'aura plus de vente d'assurance directe, mais plutôt une proposition de service assez globale dans laquelle il y aura aussi des garanties qui accompagnent soit des biens, soit des usages, soit autre chose. Et donc, on voit que l'assureur, aujourd'hui, par différents moyens, s'ouvre. Et ça, déjà, je pense que c'est une excellente chose. Il s'ouvre par différents moyens, en investissant, en faisant de projets communs, etc. Mais on voit que, je ne sais pas pour vous, mais nous, on avait investi dans beaucoup d'usages. On n'a presque pas investi dans l'insurtech ou fintech pure. Le fonds de Maïf aussi, Maïf Avenir, était, d'ailleurs, c'était même le point de départ était les nouveaux usages. Donc déjà ça pousse l'assureur en dehors de son champ de maîtrise absolue et de technicité. Donc c'est très bien. C'est aussi un risque pour l'assureur, bien évidemment, parce que si des acteurs très forts étaient puissants en logique de service s'imposent et vont être eux les intégrateurs de la brique assurance. Bon, c'est un peu ce qui fait bouger aujourd'hui aussi les assureurs dans ce sens. Et après, l'assureur a aussi une autre caractéristique, c'est un des grands investisseurs d'aujourd'hui, par la structure, par son fonctionnement. Et donc, voilà, il y avait Pascal Demongeau ce matin, quand il parle de l'entreprise à mission, etc., on voit qu'ils veulent aussi se donner une ambition qui va au-delà de la technicité de leur métier. Et donc, on voit que, par exemple, Maïf a lancé un fonds sur l'énergie renouvelable, qui n'est pas du tout, sur la transition énergétique, qui n'est pas du tout un métier
c'est pas du CVC InsurTech, c'est quelque chose d'autre, c'est des centaines de millions d'euros. Et donc, c'est quelque chose qui va toucher à sa responsabilité, à la responsabilité de l'entreprise. Et je pense qu'il y a aussi d'autres exemples possibles. C'est, par exemple, si on a... là, je suis en train de regarder, par exemple, quand on parle de ces formes différentes à la fois de financement, d'accompagnement et qu'est-ce que peut intéresser les assureurs. Par exemple, il y a un fonds qui est en train de se créer, c'est un accélérateur qui vise plutôt la consommation de masse, la grande consommation, et qui donc est en train de regrouper à la fois des entrepreneurs experts dans le financement de start-up, des acteurs de la grande consommation, des grandes marques, des acteurs du média. Et son idée, c'est d'accélérer les startups qui apportent une innovation dans la consommation responsable. Et quand on pense que ce qu'on mange est un peu le premier pas de notre état de santé, de notre qualité de vie, on peut se poser la question si ça peut intéresser un assureur. Quand on pense que la class action est, le consommateur est la version positive de la class action, donc dire plutôt sanctionner la grande distribution en amont ou le producteur en amont plutôt qu'attendre d'avoir subi quelque chose et aller se retourner contre eux après. Donc c'est des logiques qui me font dire peut-être que l'assurance pourrait investir dans la consommation responsable, parce que c'est une brique qui est importante dans son... Voilà, donc je pense que les frontières sont un peu en train de tomber, à la fois dans la typologie sectorielle et dans l'outil, parce que quand j'ai un accélérateur qui est aussi un peu investisseur, voilà, quand j'ai un Partech qui me dit je veux être aussi dans l'accompagnement, voilà, donc tout ça est en train de se foisonner un petit peu. D'accord, donc le in ou le out, il n'est pas forcément là où on le pense, il peut être dans tous les sens. Comme la conférence arrive à sa fin, j'aimerais bien que chacun, vous nous donniez peut-être un petit sentiment sur quel est le modèle idéal, ou s'il y a un modèle idéal, ou non, je sais, ou un modèle qui pourrait être intéressant à développer, qui n'a peut-être pas été abordé ici, ou est-ce qu'on continue comme ça et on voit, parce qu'on n'a pas parlé du tout on l'a évoqué un petit peu, des retours d'expérience sur des modèles qui ne fonctionnaient pas du tout. Là, on a essayé d'être un petit peu d'être positif, mais il y a peut-être des modèles qui n'ont pas existé, donc des modèles qui pourraient être des modèles gagnants dans le futur. J'ai une idée, alors j'y vais. Non, alors c'est pas un modèle sur le véhicule d'investissement, c'est plus un modèle opérationnel. Je me dis que, eu égard à parfois la complexité ou les difficultés auxquelles on est confronté pour mettre en place les partenariats et pour que vraiment ça fonctionne, que vraiment ce soit des nouveaux services à destination de nos assurés. Il faudrait peut-être réfléchir à mettre en face de la start-up, dans le grand groupe, des équipes qui sont composées des mêmes profils que ceux qui sont dans la start-up. Enfin, pas les mêmes profils, pardon, mais en gros, c'est faire des squads chez nous de la même manière que les start-up bossent en squad, en fait, plutôt que de faire venir des gens de la gestion, des SI que j'avais malheureusement oublié, des partenariats, du développement commercial, du marketing des services, mettre en face une petite équipe qui serait rattaché à je ne sais qui, enfin quelqu'un assez haut placé, mais à l'intérieur de laquelle il y aurait quelqu'un des systèmes d'info, quelqu'un du market, quelqu'un du développement commercial, quelqu'un des partenariats, et éventuellement quelqu'un de mon équipe, et ben ça, je pense que ce serait extrêmement agile, pour reprendre un mot à la mode, et qui pourrait peut-être être un facteur clé de succès, ou en tout cas d'accélération de la mise en place opérationnelle des partenariats avec les startups. D'accord. Et alors moi je vais pas répondre par un setup, mais plus par où regarder en fait. Et si on reprend à nouveau ces histoires de vagues d'InsurTech, en fait on voyait 2014-2015, ça a été l'excitation générale, tout le monde a mis beaucoup d'argent, tout le monde cherchait le fameux Uber de l'assurance, etc. On est revenu un petit peu à la réalité et je pense qu'on sort de cette phase-là, que je dirais 2017-2019, avec les premiers résultats. Et il y a une tentation qu'on voit de manière générale, en Europe, hein, pas que en France, chez les assureurs, de se dire, en fait, les InsurTech, ça
ça marche pas très bien, donc on est sauvé, il va rien nous arriver. Et à mon avis, je pense que ça c'est une erreur. Et la phrase qu'on entend le plus souvent, c'est l'assurance va pas être impactée parce que ce qui varie, c'est le après parce que. Chacun a sa bonne raison de justifier que l'assurance sera la seule industrie sur la Terre qui ne sera pas impactée par les vagues de changements comportementaux que le digital notamment apporte. Donc ça, nous, effectivement, on y croit assez peu. Hein, et puis après, c'est aussi, on a un biais très fort, c'est que c'est notre thèse d'investissement. Donc il faut quand même avoir l'honnêteté de le reconnaître. Et du coup, ce qu'on se dit, c'est il faut continuer à regarder. Et effectivement, je suis assez d'accord sur l'idée d'élargir le scope. Et ce qui est hyper intéressant, quand on voit le scope de Malakoff Investissement, c'est pas juste l'InsurTech. Il y a plein d'autres domaines qui sont connexes. Et ça, nous, c'est la conviction qu'on a depuis le début chez Astoria aussi, de couvrir ce qui est direct et indirect. Et d'ailleurs, on a aussi des investisseurs chez nous qui viennent d'autres industries qui n'ont rien à voir avec, a priori, sur le papier, l'assurance. Et quand on voit tous les acteurs à l'extérieur qui sont en train de lancer des services financiers, on sent bien que le prochain, c'est l'assurance, parce que l'assurance a quand même un mérite, c'est un business de marge. Donc c'est quand même assez intéressant pour des boîtes qui vont chercher à faire de l'argent. Et donc en gros, le sujet, c'est ça, c'est comment on élargit un petit peu le spectre, on continue à regarder et à nouveau être décomplexé vis-à-vis de l'échec. Donc évidemment, on ne peut pas faire que des échecs, sinon c'est un problème. En revanche, il faut aussi accepter qu'il y ait des choses qui ne marchent pas, de tester très vite, de continuer à regarder et peut-être d'élargir un peu le scope. Donc voilà, moi c'est plutôt ça ma recommandation de manière générale, ouvrir le scope et être décomplexé vis-à-vis de l'échec. D'accord. Stéphania. Du coup, comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas une contraposition in or out. C'est vraiment, on a une panoplie d'outils perfectionnables certes, mais qui existent, qui peuvent être hybridés, croisés, etc. Et on a des parties prenantes avec des objectifs et des contraintes, et on rappelait notamment la contrainte de temps. Et du coup, je pense que il faut surtout que chaque acteur ait bien en tête ses objectifs et qu'il n'y ait pas trop d'effet de je vais suivre une mode, il faut faire ça comme ça. C'est écrit nulle part. Il y a, je pense que chaque groupe peut et chaque start-up doit se retrouver dans un dispositif qui peut être composé de plusieurs outils. Et donc, un groupe, et ça se voit bien dans votre répartition des poches, financement, c'est un mot très générique. Après, il peut y avoir un financement stratégique de projet avec accompagnement des startups, et c'est des équipes et des moyens différents. Il peut y avoir un investissement plus prospectif, et là, il vaut mieux avoir des équipes dédiées, peut-être externes, qui ont l'habitude de travailler au-delà du périmètre de l'assureur. Il peut y avoir des incubateurs, il peut y avoir des accélérateurs qui peuvent ou pas avoir des capacités d'investissement. Il y a les startup studios. Est-ce qu'ils sont faits en interne ou est-ce qu'on peut les faire en s'appuyant sur des compétences externes? C'est peut-être une bonne idée aussi. Donc, c'est vraiment, je pense qu'au cas par cas, il faut s'appuyer sur ces dispositifs qu'il faut ajuster selon ses objectifs. Il faut bien avoir clair les objectifs et les contraintes de chacun. Sinon, on peut avoir de la casse autour parce qu'on a poursuivi une idée sans l'ajuster par rapport aux contraintes. D'accord, donc adaptation et agilité. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup.